Et voici la vidéo règle de Neuroshima Eggs, un jeu de combat tactique au départ pour 2 joueurs, mais jouable aussi à 3 ou à 4, avec une petite version solo aussi proposée à l'intérieur de la boîte. C'est un jeu de Michal Horax, édité par Yellow. Au niveau du matériel, on commence par un plateau de jeu qui représente une ville post-apocalyptique. 4 petites aides de jeu qui correspondent aux différentes factions que les joueurs vont pouvoir jouer. Effectivement, il y en a 4 dans cette boîte de base. Il y a l'Outpost, il y a Moloch, l'Hégémonie et Borgo. Chacune de ces petites aides de jeu présente les différentes unités que les joueurs pourront disposer sur la carte. Donc là, je vais vous faire un exemple à 2 joueurs. Chaque joueur choisit donc en fait la couleur de son choix et il va pouvoir récupérer cette petite plaquette qu'il va poser face visible devant lui. Chaque joueur reçoit ensuite ces 35 tuiles armées qui se présentent comme ceci, comme des petits hexagones. On les mélangera bien avant d'en faire une pile de pioches devant soi, mais attention, il faudra retirer tout d'abord en fait cette tuile-là qui est la tuile QG et qui a un dos un petit peu plus foncé en fait par rapport au dessin pour la repérer plus facilement. Donc pour l'instant, le QG, on ne le mélange pas avec le reste. Ensuite, vous avez un marqueur comme ceci de dégâts du QG que vous allez placer sur 20. Effectivement, cette roue va de 20 jusqu'à 0, donc on le placera sur 20 pour le moment, chacun devant soi. Alors attention, dans chaque jeu, vous allez aussi trouver une tuile comme ceci où il n'y a rien de représenté, c'est juste une tuile de remplacement. Donc ces tuiles seront replacées dans la boîte et ne serviront que si vous perdez éventuellement des pièces. Ensuite, nous avons des petits jetons comme ceci avec une balle qui représentent des marqueurs de dégâts. Nous avons aussi des marqueurs filets et des marqueurs à la couleur de chaque joueur qu'on va pour le moment laisser à côté du plateau de jeu. Enfin, vous trouverez un paquet de 55 cartes qui ne serviront que pour la version solo, donc pour le moment, on peut les mettre de côté. Nous sommes donc prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes en fait à la tête d'une faction qui vit dans un univers post-apocalyptique où il y a une énorme guerre entre humains et machines. Les machines sont représentées par le camp Moloch. Les humains, en fait, sont divisés en différentes factions. Alors attention, il y a les Borgo, qui sont des espèces de mutants qui traversent, en fait, les villes. On a l'Outpost, qui est le dernier rempart de l'humanité et qui tente de se battre, en fait, contre les machines. Et nous avons l'Hégémonie, qui sont la plupart des petites colonies humaines qui ne font que survivre et puis tenter juste de se défendre contre les attaques des autres factions. Chacun a donc choisi sa faction avant de débuter la partie. Alors il est conseillé pour une première partie de prendre Moloch contre l'Outpost. C'est peut-être les capacités spéciales qui sont les plus simples à appréhender pour une première partie, mais ensuite vous pourrez choisir de faire n'importe quel combat contre n'importe quel autre. Alors pour débuter la partie, eh bien, on va désigner un premier joueur qui va devoir placer en fait sa première tuile, sa tuile de QG sur le plateau de jeu. Et ensuite ce sera à son adversaire de disposer aussi son QG. Le but du jeu est de détruire le QG adverse et de le faire arriver à 0 point de vie grâce à ces petits marqueurs et grâce aux armées qu'on va placer sur le jeu. Donc le placement initial de ce QG peut être important et en fonction des factions, eh bien, on va pouvoir le mettre en fait plus ou moins proche du centre si vous voulez faire une stratégie offensive ou une stratégie défensive. Pour une première partie, vous pouvez vous placer à peu près n'importe où, c'est pas grave, c'est au fur et à mesure que vous allez découvrir le jeu que vous verrez les subtilités tactiques. Donc le premier joueur place son QG sur la case de son choix, en sachant qu'on va jouer à l'intérieur en fait de ce grand hexagone qui est marqué comme ceci en foncé. L'autre ne sera utilisé que pour les parties à plus de 2 joueurs. Ensuite, le deuxième joueur place donc lui aussi son QG sur la case de son choix. On peut même le coller en fait au QG adverse si on le souhaite, mais en général on essaye quand même de se mettre assez loin. Et puis ensuite, on va pouvoir démarrer la partie véritablement par le premier joueur. Alors, les tuiles d'un joueur se divisent en 3 types. Nous avons les unités attaquantes, en fait, qui se présentent comme ceci avec un petit dessin d'unité spéciale, ainsi que souvent des espèces de triangles, en fait, sur les côtés, ainsi qu'un chiffre, la plupart du temps, en fait. Ensuite, nous avons des unités de soutien, en fait, qui se présentent comme ceci, avec un espèce de symbole
dessinées sur du blanc et des tiges qui en partent. Et enfin, nous avons en fait des petites tuiles d'action. Alors ces tuiles d'action ne seront pas posées sur le jeu, contrairement aux autres, elles seront utilisées pour faire une action spécifique. On commence donc par notre premier joueur qui, après avoir bien mélangé son paquet de 35 tuiles armées, va en tirer une sur le dessus de son paquet et va la placer face visible devant lui. Ensuite, il va avoir 3 choix possibles. Le premier choix sera de défausser cette tuile sans l'utiliser. Le deuxième choix sera de jouer cette tuile en la disposant sur le plateau de jeu si c'est une unité ou un soutien, ou de la défausser en la jouant si c'est une tuile action. Troisième possibilité, eh bien garder cette tuile pour le tour suivant, car on peut décider après de jouer plusieurs tuiles, nous verrons comment est-ce qu'on pioche. Donc là, imaginons que notre premier joueur ait tiré cette tuile, eh bien il a bien envie de la jouer. Alors cette tuile-là, par exemple, est une tuile de combattant, et donc il y a en général des petits triangles comme ceci qui sont dessinés sur les bords de l'hexagone et qui vont indiquer les endroits où cette unité va pouvoir attaquer au contact. Ensuite, il y a aussi un petit chiffre marqué en noir qui va correspondre en fait à son initiative. Plus une unité aura un gros chiffre, plus elle aura tendance à taper la première, et donc c'est assez intéressant. Alors là, par exemple, cette unité permet d'attaquer sur 3 fronts devant elle et un front derrière elle. Et donc le joueur va choisir où c'est qu'il la dispose en sachant que le but est quand même de taper sur le QG adverse. Donc par exemple, il pourrait décider de la placer comme ceci avec un petit triangle en direction du QG adverse pour tenter de lui faire des dégâts lorsqu'il y aura un combat, mais là ce n'est pas encore le cas. Une fois donc qu'il a choisi soit de jouer cette unité, soit de la défausser, soit de la garder, eh bien on passe au deuxième joueur. Le deuxième joueur va lui tirer 2 tuiles sur le dessus de son paquet, au lieu d'une pour le premier joueur, et ensuite pour chacune de ces tuiles, il va avoir le même choix, il va pouvoir soit la défausser, soit la jouer, soit la garder pour plus tard. Alors imaginons qu'il ait tiré donc ces 2 tuiles, cette première tuile est un combattant aussi, qui va taper avec une initiative de 3, et qui va taper 2 fois. Effectivement, certaines unités ont comme ceci 2 triangles de dessinée, ou plus de 2 triangles, sur le même côté, et ça veut dire que lorsqu'il va attaquer, eh bien il va infliger 2 points de dégâts. Alors toutes les unités armées comme ceci des joueurs ont en général qu'un seul point de vie, il suffira donc de les taper une fois pour qu'elles disparaissent du plateau de jeu, mais par contre, le QG adverse, en fait, peut supporter plus d'un point de dégâts, puisqu'il en a 20, donc ça peut être sympa de le placer, en fait, à côté du QG adverse. Donc, il peut décider, par exemple, de le placer comme ceci, mais s'il le place ici, eh bien, cette unité l'attaquera aussi. Comme elles ont la même initiative, elles taperont en même temps lorsqu'il y aura un combat, et donc, je perdrai mon unité verte. Le joueur peut donc décider, par exemple, de la placer à un autre endroit. Effectivement, on pose ces unités où on veut sur le plateau de jeu. Ensuite, il décide ce qu'il fait avec sa deuxième tuile. Je vous rappelle, soit la défausser, soit la jouer aussi, soit la garder pour plus tard. Il pourrait, par exemple, décider de la garder pour plus tard, et à ce moment-là, on repasse au premier joueur. Alors attention, à partir de ce deuxième tour de jeu, eh bien on va toujours piocher des tuiles de façon à en avoir 3 devant soi. Donc là, si notre premier joueur avait décidé de garder la première tuile qu'il avait piochée, il aurait pioché seulement 2 tuiles supplémentaires pour en avoir 3 devant lui. Là, comme il a joué sa tuile, il n'a aucune tuile devant lui, il va donc piocher 3 tuiles qu'il va placer face visible devant lui. Ensuite, la première chose que ce joueur va devoir faire, ce sera forcément de défausser une de ces tuiles sans l'utiliser. Donc en général, il va choisir celle qui lui paraît la moins sympathique et il va pouvoir la défausser dans une petite pile de défausse où il placera toutes les tuiles utilisées ou les tuiles détruites pendant le jeu. Il pourrait par exemple se dire ici, bon, je pense que c'est celle-là la moins intéressante, je la défausse. Ensuite, avec les 2 tuiles restantes, ce joueur va décider s'il les joue ou s'il les garde pour un tour suivant.
Il peut aussi décider de les défausser en fait sans les jouer pour pouvoir piocher en fait 3 tuiles au tour suivant par exemple. Alors voyons un peu ces tuiles. Nous avons vu que les triangles permettent de faire des attaques au contact. Il existe aussi des petits triangles blancs comme ceci, plus aigus, qui vont correspondre à des attaques à distance. Alors, ces unités d'attaque à distance permettent d'attaquer en fait de loin. Donc par exemple, il pourrait décider de disposer ce robot à cet endroit-là pour qu'il tire sur le QG jusque-là, ou le placer comme ça par exemple pour qu'il tire sur ce personnage ici. Attention, on est bloqué par contre par les pièces adverses. Donc en fait, s'il y avait eu une autre unité verte ici, eh bien s'il lui tire dessus, il tirera sur la première et non pas sur la deuxième. Par contre, on n'est pas bloqué par ses propres unités. Le joueur peut très bien par exemple décider de placer sa tuile ici pour tirer sur le QG, et lorsque ce sera un combat et qu'il tirera sur le QG, eh bien son unité ne sera pas comptabilisée, elle se baissera en fait pour que le tir atteigne correctement le QG. Alors les attaques à distance fonctionnent aussi juste à côté, donc on peut très bien quand même disposer cette tuile ici pour qu'elle attaque celle-ci, et même si elle est au contact, elle attaquera quand même. Alors, attention, certaines unités ont comme ça, en fait, 2 chiffres indiqués, ce qui veut dire que cette unité pourra attaquer à la fois au tour d'initiative 2 et au tour d'initiative 1. Donc elle va tirer 2 fois, donc c'est intéressant. Ensuite, certaines unités ont un petit bouclier comme ceci de représenter. Ce bouclier correspond à un point de vie supplémentaire, c'est-à-dire que je vous ai dit que la majorité des unités ne demandent à être touchées qu'une seule fois pour être détruite, et bien celle-ci devrait être touchée 2 fois pour être détruite. Et donc notre joueur pourrait par exemple décider de la placer ici. Effectivement, attention, chacun des QG en fait des joueurs a aussi sa propre capacité spéciale. Ici, le QG de Moloch en fait a un petit symbole de dessiné en bas à droite qui indique plus un tir. Effectivement, ça voudra dire que toutes les unités qui se trouvent accolées en fait au QG de ce joueur, eh bien, auront droit à un tir supplémentaire. Alors effectivement, que les unités de ce joueur, hein, ça ne va pas fonctionner sur les unités adverses qui viennent attaquer la base. Alors là, comme cette unité a déjà un tir, eh bien le QG va lui donner un deuxième tir. Elle tirera donc 2 fois lors de la phase d'initiative 2 et de la phase d'initiative 1, donc c'est énorme. Notre joueur Moloch Rouge pourrait décider de s'arrêter là et de ne pas jouer sa deuxième unité, de ne pas non plus la défausser. On passe donc au tour du joueur suivant. C'est le début de son tour. Comme d'habitude, il va compléter pour avoir 3 tuiles face visibles devant lui. Ensuite, il décide laquelle de ces 3 unités il va défausser sans l'utiliser. Et ensuite, il peut utiliser chacune des 2 autres tuiles qu'il a, ou bien les garder pour plus tard, ou bien les défausser. Alors, la capacité spéciale du QG de l'outpost est de donner en fait un point d'initiative supplémentaire après l'initiative de la tuile qui sera posée à côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, si notre joueur décide de placer comme ceci cette espèce d'artillerie qui peut tirer à distance sur le QG adverse, eh bien celle-ci va jouer au tour 2, elle va jouer au tour 1, mais elle va aussi jouer au tour 0, car en fait son QG va lui donner donc un chiffre supplémentaire après le dernier qui est présent sur sa tuile. Effectivement, il y aura une attaque aussi au niveau d'initiative 0. Ça veut dire que les QG, en fait, vont aussi se défendre et lors de la phase d'initiative 0, ils taperont, en fait, sur toutes les cases qui se trouvent autour d'eux, car ils ont un symbole d'attaque au contact, en fait, de tous les côtés. Le joueur vert, donc, dont c'est le tour, pourrait continuer en posant sa deuxième tuile. Par exemple, il pourrait décider de la placer là, car effectivement, s'il la plaçait là, il se ferait détruire ensuite par le QG et sans même lui infliger de dégâts, si jamais il met sa petite flèche comme ceci. Il pourrait donc décider de la placer comme ça.
Alors, certaines unités ont ce petit symbole en jaune, comme ceci, avec une flèche, qui va indiquer que ces unités pourront se déplacer. Effectivement, lors du tour du joueur vert, eh bien, il pourra déplacer cette unité d'une case sur une case adjacente libre. Le joueur de l'autre poste n'ayant plus de tuiles, on passe directement au tour du joueur rouge qui complète pour avoir 3 tuiles devant lui. Après avoir ces 3 tuiles, il décide laquelle il va défausser, puis pour les 2 restantes, soit il les gardera, soit il les jouera, soit il les défaussera sans les jouer, et ainsi de suite, en fait, jusqu'à la fin du jeu. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est bien sympathique ce placement, mais quand est-ce qu'on se tape dessus? Eh bien, on va se taper dessus lorsqu'on va jouer une tuile comme celle-ci, qui sont les tuiles d'attaque. Alors, en fonction des factions, vous n'aurez pas forcément le même nombre de tuiles d'attaque dans votre jeu. Sur votre petit résumé en fait d'armée, vous aurez indiqué à chaque fois les différentes troupes que vous avez, et il y a aussi un chiffre qui correspond au nombre de tuiles présents dans votre jeu de ce type. Donc là par exemple, pour le joueur Moloch, eh bien, le combat, il a 4 tuiles de combat, donc 4 fois dans la partie, il pourra éventuellement jouer une tuile combat pour déclencher un combat. Mais attention, lorsqu'on va déclencher un combat, eh bien toutes les unités vont combattre, et même les unités adverses. Il faudra donc jouer ces tuiles de combat au moment qui nous paraissent le plus avantageux pour nous. Attention aussi, si un joueur joue une tuile de combat, ça sera la dernière action de son tour. Cette tuile sera défaussée, il n'aura plus le droit de placer d'autres tuiles ou de jouer d'autres tuiles, ça sera immédiatement à son adversaire de jouer. Alors, notre joueur rouge pourrait donc par exemple décider de défausser cette tuile sans l'utiliser, ensuite il lui reste les deux, eh bien il a envie d'utiliser celle-ci en la plaçant comme ceci, comme ça elle pourra attaquer en fait cette unité-là et protéger éventuellement cette tuile plus tard. Et puis après avoir fait ceci, eh bien il décide de jouer sa tuile d'attaque. Il n'est pas obligé, hein, il peut la garder pour un tour suivant s'il le souhaite, et puis lui mettre un petit peu la pression comme ceci à son adversaire. Imaginons qu'il ne sache pas trop, il décide en fait de la jouer. À ce moment-là, ces tuiles spéciales, en fait, lorsqu'elles sont jouées, elles sont défaussées, mais immédiatement, on fait l'action correspondante, et ici, c'est une attaque. Alors, un combat va se dérouler en différentes manches qui vont correspondre aux initiatives. On va donc commencer par l'initiative la plus haute qui se trouve sur le plateau, c'est-à-dire la 3. Toutes les unités qui ont un 3 de représenté vont donc taper. On peut donc par exemple commencer par celle-ci, hop, 3, donc elle va taper en fait sur le QG adverse. Comme elle a un petit symbole d'attaque au contact, eh bien elle va donc infliger 1 point de dégâts au QG adverse. Le joueur de l'autre poste va donc faire baisser en fait son niveau en passant à 19 avant de reposer sa plaquette devant lui. Ensuite, nous avons cette autre unité de l'autre poste qui est aussi à 3 et qui donc en même temps que l'autre va aussi taper sur le QG, mais cette fois-ci elle a 2 triangles de représentés. Donc malheureusement le joueur Moloch va perdre 2 points en fait et il va donc passer à 18 points de vie. Ensuite, on passe au tour d'initiative 2, donc toutes les unités qui ont un 2 vont taper en même temps. Alors attention, là il y a une unité qui a un 2 ici, un 2 là, un 2 là, un 2 là. Eh bien ça veut dire que ces 4 unités vont taper en même temps. Alors cette unité-là va infliger 1 point de dégâts à cette unité-ci. Celle-ci n'ayant qu'un point de vie, elle va donc disparaître du plateau. Mais comme elle a le même tour d'initiative, elle va quand même taper avant de mourir. Donc celle-ci va aussi infliger 1 point de dégâts à celle-ci. Attention, celle-ci a un petit symbole de bouclier, c'est-à-dire une résistance. Elle a donc 2 points de vie. On va donc mettre un marqueur de points de dégâts dessus, puisque l'unité verte lui inflige 1 dégât, et donc ne la détruit pas. Si elle lui avait infligé 2 dégâts, elle l'aurait détruite. Ensuite, cette unité-là, en fait, qui tape aussi au niveau 2, tire à distance. Nous avons vu que la distance passe par-dessus nos propres unités, donc elle va pouvoir toucher, en fait, le QG adverse avec son tir à distance de l'initiative 2. Donc le QG, en fait, adverse va donc perdre à nouveau 1 point de vie. Il était déjà à 19, paf, il passe à 18.
Ensuite, donc, là, ça a été résolu entre ces 3 unités, donc celle-ci, on va pouvoir la retirer, en fait, du plateau, même si on peut attendre que toutes les unités 2 aient tiré avant d'enlever, en fait, les unités qui se font détruire. Celle-ci rejoint donc la défausse du joueur concerné. Ensuite, il reste donc cette unité qui tire aussi sur le QG adverse avec son niveau 2. Eh bien, Pan, il prend donc un point de dégâts et on passe donc à 17 pour Moloch. Alors attention, c'est ça qu'il faut faire très attention aux capacités spéciales aussi. Là par exemple, j'ai oublié en fait que cette unité-là bénéficie en fait du pouvoir de son QG, car effectivement le QG lui permet de rajouter une attaque en fait à distance aux unités qui tirent à distance. Donc celle-ci a bien tiré ici. Donc au lieu d'infliger un seul point de dégâts, eh bien c'est comme si elle avait 2 triangles blancs, donc elle tire 2 fois, et donc l'autre poste ne perd pas qu'un seul point, mais il en perd 2 en fait avec cette attaque. La phase d'initiative 2 est donc terminée, on passe donc à la phase d'initiative 1. À la phase d'initiative 1, il y a encore en fait ce robot qui va tirer ici, et il y a celui-ci qui va tirer là. Donc celui-là va à nouveau infliger 2 points, car cette fois-ci je n'oublie pas en fait qu'il a son bonus, donc 2 points encore au QG adverse, qui va donc passer à 15. Aïe aïe aïe, pour l'autre poste, ça lui fait mal. Ensuite, cette unité-là aussi, qui a aussi son taux d'initiative de 1, en fait, inflige encore 1 point au QG ici, qui passe donc à 16. Et enfin, nous allons passer en fait au niveau d'initiative 0. Alors 0, ça va être présent en fait sur les bases, mais attention, n'oublions pas que cette unité qui se trouve collée à son QG, en fait, reçoit en fait une initiative supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle a aussi une initiative de 0. Alors attention, on ne peut pas descendre en dessous d'une initiative de 0, donc voilà. Et par contre, elle va tirer à ce tour. Donc au tour 0, boum, celle-ci réattaque encore, bam, ce qui fait passer en fait à 15 le QG de Moloch. Et ensuite, les QG vont se défendre aussi, puisqu'ils tapent au niveau 0. Pan, il va taper sur cette unité qui n'a pas de résistance, et donc qui est détruite. Et celui-ci va taper sur cette unité qui, elle aussi, va être détruite, car elle n'a pas de résistance. Le combat est donc terminé, résultat des courses 15 à 15, égalité, donc peut-être que Moloch aurait peut-être dû attendre en fait avant de réaliser ce combat, car là ça a fini à égalité. Bon, il finit avec une unité de plus que son adversaire sur le plateau de jeu, c'est le seul petit avantage qu'il a tiré de ce combat. Alors, parlons aussi des modules. Les modules, en fait, sont un peu des unités de soutien que vous pourrez disposer sur le plateau de jeu pour faire bénéficier de pouvoirs spéciaux à vos unités qui seront connectées, en fait, par les zones de connexion dessinées sur la tuile. Par exemple, cette tuile est une tuile de médecin. Alors, la plupart, en fait, des différentes factions ont des médecins qui permettront en fait d'absorber un point de dégâts lorsqu'elles seront connectées en fait à une unité adverse. Par exemple, en plaçant le médecin ici qui sera connecté à cette unité, lors de la phase d'initiative 3 du combat, cette unité devrait prendre un point de dégâts parce qu'elle a une résistance. Et bien au lieu de prendre ce dégât, et bien ce sera le médecin qui prendra ce dégât et qui disparaîtra donc sans que l'unité ne perde. Par contre, ces unités sont des unités comme les autres, c'est-à-dire que si elles se font toucher directement, eh bien elles seront détruites. Alors attention, lorsqu'une unité est reliée à une chaîne de médecins, effectivement on peut coller les médecins les uns aux autres, eh bien ce sera le dernier médecin de la chaîne qui absorbera le dégât, et donc ici ce sera celui-ci qui disparaîtra. Si par contre les médecins sont connectés en fait l'un et l'autre chacun par une connexion, eh bien quand l'unité va subir ces dégâts, le joueur qui contrôle les deux médecins choisira lequel des deux disparaîtra du plateau de jeu. De la même façon, si une unité est connectée par plusieurs médecins, eh bien le joueur décidera aussi lequel des deux médecins disparaît, en sachant que le pouvoir du médecin est obligatoire. Je ne pourrai pas décider que l'unité subit quand même le dégât. Je serai obligé en fait de faire disparaître un des médecins.
Alors, dans ces unités, il n'y a pas que des médecins, vous avez aussi certaines unités qui vont donner en fait des attaques supplémentaires. Donc là, par exemple, plus une attaque à distance, plus une attaque au contact, en fait, aux unités qui se touchent. Alors attention, on ne peut pas donner une attaque à distance à une unité qui attaque uniquement au contact, et on ne peut pas donner une attaque au contact à une unité qui attaque uniquement à distance. C'est juste un bonus, mais il faut déjà que la tuile ait déjà la capacité de base. Nous avons aussi des tuiles comme celle-ci qui vont donner en fait un point d'initiative supplémentaire, de la même façon que le QG de l'outpost. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un chiffre supplémentaire d'un niveau inférieur qui sera donné en sachant qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc on ne peut pas donner en fait ceci à une unité qui a un pouvoir de 0, elle ne jouera pas au taux d'initiative -1 qui n'existe pas. Il y a aussi des unités qui augmentent en fait de 1 en fait la force de l'unité, le taux d'initiative de l'unité qui est connectée. Donc celle-ci par exemple, si elle est placée en fait sur cette unité-là, eh bien cette unité tapera à l'initiative 3 au lieu de taper à l'initiative 1. Alors, pour les tuiles d'action, nous avons vu les tuiles qui déclenchent des combats, mais il en existe aussi plein d'autres qui dépendent aussi des unités. Alors, les plus courantes sont celles-ci qui va permettre en fait de pousser une unité. Donc, si vous jouez une telle tuile pour son pouvoir, eh bien, elle va pouvoir repousser, une de vos unités va pouvoir repousser une unité adverse adjacente. Donc là, par exemple, vous pourriez dire, eh bien, ce combattant-là va repousser en fait celui-ci. À ce moment-là, le joueur concerné va devoir faire reculer son unité de façon à mettre une distance de 1 entre l'unité poussante et l'unité poussée. Donc ici, il aura le choix soit d'être repoussé ici, soit d'être repoussé là. Voilà, il n'aura pas d'autre choix. Si jamais il n'y avait pas eu de personnage ici, eh bien ça aurait été la même chose, il n'aurait pas eu le droit de se placer là. Il faut qu'il y ait une distance obligatoirement de une case entre les unités qui se poussent. L'unité qui est repoussée ne peut évidemment pas monter sur une autre unité, et donc peut être limitée aussi par les dispositions du plateau de jeu. Alors il existe aussi des tuiles comme celle-ci, des tuiles de mouvement. Si vous jouez une telle tuile, eh bien vous pouvez décider de déplacer n'importe laquelle de vos unités d'une case sur le plateau de jeu, comme ceci ou comme ça. Et attention, c'est valable même pour votre QG qui peut s'enfuir en fait, à condition évidemment qu'il ait une case libre à côté de lui. Il existe aussi des actions de sniper. Lorsque vous jouez une telle tuile, eh bien vous allez pouvoir tout simplement infliger un point de dégâts à l'unité de votre choix sur le plateau de jeu. Attention, les snipers par contre ne peuvent pas cibler les QG adverses. Il existe aussi des frappes aériennes. Alors si vous jouez une telle tuile, eh bien vous allez cibler une case du jeu et immédiatement en fait, l'unité qui s'y trouve va subir un point de dégâts ainsi que toutes les unités qui se trouvent autour. Attention qu'elles vous appartiennent ou qu'elles appartiennent aussi à l'autre joueur. Donc attention, ça peut être dangereux. Et attention, les QG en fait ne sont pas concernés par les dégâts des bombes, donc on ne peut pas infliger de dégâts. Par contre, je peux très bien décider de cibler ici en fait le QG adverse pour infliger un point de dégâts aux deux unités qui se trouvent autour. Alors pour les unités, il existe encore quelques petites capacités spéciales. Celle-ci avec un arc de cercle noir comme ceci correspond à une protection contre les tirs. C'est un peu un bouclier en fait. Donc si par exemple je place en fait cette unité à cet endroit-là, eh bien lorsque cette unité lui tirera dessus, elle sera protégée en fait par son bouclier et donc ne subira pas de dégâts pour cette attaque. Alors attention, ce blindage ne marche que sur la première attaque en fait d'une attaque simultanée. C'est-à-dire que si cette unité avait eu 2 triangles blancs et aurait donc infligé 2 points de dégâts à l'unité, eh bien seul le premier point de dégâts est bloqué par le blindage et le deuxième tuerait l'unité. Enfin, il existe des unités qui utilisent des filets. Alors, que vont faire les filets? Eh bien, les filets vont tout simplement bloquer, en fait, les unités visées. Donc là, par exemple, si notre joueur rouge décidait de jouer une telle unité comme ceci, elle a un filet dans ce sens-là, un filet dans ce sens-là, eh bien, on va prendre des petits jetons filets qu'on va disposer sur les unités qui sont ciblées par le filet, et ceci immédiatement. Effectivement, les filets sont actifs dès que l'on pose l'unité, on n'est pas obligé d'attendre une phase de combat en fait pour qu'ils soient actifs.
Les filets vont donc bloquer ces deux unités qui ne pourront ni se déplacer avec des capacités de déplacement, ni attaquer en fait lors des attaques. Elles ne pourront faire que subir les dégâts et donc ça peut être assez embêtant. Et bien sûr, en fait, si on arrive à tuer en fait cette unité lors d'une phase d'initiative 3 par exemple, eh bien les unités seront libérées et pourront agir. Mais par contre, en fait, si par exemple cette unité est bloquée à l'initiative 3 et que à l'initiative 3, en fait, cette unité-là se voit détruite, eh bien malheureusement, elle sera bloquée quand même à ce tour-là, puisque c'est pendant la même initiative que tout se déroule simultanément. Alors la partie va ainsi se poursuivre, nous avons vu qu'on peut donc déclencher des combats en jouant de telles tuiles, mais il y a une deuxième possibilité, effectivement lorsqu'on va remplir en fait la dernière case du plateau en fait avec une unité, donc par exemple paf en plaçant une ici, et bien immédiatement un combat va se déclencher de la même façon qu'un combat normal, c'est-à-dire que le joueur en question n'aura plus le droit ensuite de jouer, on passera au tour du joueur suivant. Alors, comment se termine la partie? Eh bien, évidemment, si à un moment donné, pendant un combat, bien, un joueur est détruit et a son QG qui arrive à 0, il aura perdu la partie. On finira quand même le combat en cours, hein, s'il reste des initiatives à réaliser, car si lors du même combat, les deux QG en fait arrivent à 0, eh bien, ça terminera sur un match nul. Donc, il faut quand même bien prévoir à l'avance ce qui va se passer lorsqu'on déclenche un combat. Le jeu peut aussi se terminer d'une troisième façon. Effectivement, en fait, si on n'a pas tout rempli, que les joueurs jouent, en fait, jusqu'à ce qu'il n'ait plus, en fait, que quelques tuiles dans leur pioche et qu'un joueur pioche la dernière tuile de son paquet de pioches avant de jouer, eh bien, il va réaliser son tour. Le joueur suivant va réaliser aussi son dernier tour, et une fois que ce dernier tour du joueur aura été réalisé, en fait, un combat final s'engagera. On fera ce combat final et on regardera le joueur qui a encore le plus de points de vie dans son QG sera celui qui l'emportera. Alors attention, lors de ces deux derniers tours, c'est-à-dire lorsqu'un joueur pioche sa dernière tuile, joue et que son adversaire joue, et bien pendant ces deux tours-là, les joueurs n'auront pas le droit de jouer de tuiles de déclenchement de combat. Il y aura uniquement un combat final qui sera déclenché automatiquement après que le dernier joueur ait joué. Alors évidemment, les combats, quand il y a beaucoup d'unités, eh bien ça devient un petit peu plus difficile à résoudre. Alors là, par exemple, si un combat final se déclenchait, eh bien on regarderait d'abord les initiatives 3, donc celle-ci en fait tire sur celle-là. Alors le mieux c'est peut-être de mettre des marqueurs en fait au fur et à mesure que des dégâts sont infligés. Donc un dégât est infligé, mais celle-ci a un bouclier de protection contre les tirs, donc en fait il ne se passera rien pour cette unité. Autre initiative 3, celle-ci tire sur celui-là. Là par contre ça passe, mais le problème c'est qu'attention, il y a un médecin pour la protéger. C'est donc le médecin qui va subir en fait tous les dégâts de cette attaque. Cette unité-là a aussi une initiative de 3, mais elle est bloquée par un filet, elle ne peut donc pas réaliser son attaque. Fin de l'initiative 3, on va donc retirer les unités qui sont détruites. Ici, le médecin a subi donc une blessure, bam, il est détruit, on le retire du jeu avant de passer au tour d'initiative 2. Lors du tour d'initiative 2, on va commencer par là. Celui-ci a un taux d'initiative 2, il va donc tirer 2 fois sur la première unité qu'il rencontre. Effectivement, même si elle n'avait eu qu'un point de vie, en fait, elle n'aurait pas été détruite pour toucher celle qui est derrière. Donc boum, on inflige 2 points de dégâts sur cette unité-là, qui a aussi en fait un taux d'initiative de 2, donc qui va quand même taper avant de mourir. Elle tape donc sur cette unité ici avec un dégât. Attention, l'unité qui est ici est accolée à la base, qui lui permet de recevoir une initiative inférieure. Elle tape donc, elle aussi, à nouveau, en fait, au tour 2. Mais, boum, en tirant, celle-ci est toujours protégée par son bouclier, il ne se passe donc rien. Celle-ci a aussi une initiative de 2, elle va donc aussi taper sur cette unité, comme c'est simultané, bim, celui-ci se prend un deuxième dégât, mais il sera détruit de toute façon. Ensuite, celle-ci a aussi une initiative de 2, hop, elle tire donc à distance par-dessus cette unité-là et va toucher celle-ci. Comme elle a un bonus ici qui lui est donné par ce pouvoir-là et ce pouvoir-là, eh bien elle a +1 à distance, et encore +1 à distance, elle inflige donc 3 points de dégâts au personnage qui se trouve là. Pan, pan, pan.
Ensuite, celui-ci aussi tape autour d'eux, il va donc taper sur la base. Pour l'instant, on va mettre un point de dégâts sur la base, ce sera plus facile à voir ensuite. Ensuite, au niveau 2, celui-ci va tirer 2 fois aussi sur cette unité qui se trouve ici. Pan, pan, elle s'en prend 2. Et puis voilà, je pense que j'ai fini pour tous les deux, puisqu'ici il y a un 2, mais qu'il est toujours bloqué par le filet. On enlève donc maintenant les unités qui ont été détruites. Celle-ci a subi 2 dégâts, donc pouf, on peut la retirer du jeu. Celle-ci a subi 3 dégâts, donc évidemment elle n'avait qu'un point de vie. Donc elle est aussi retirée du jeu. Celle-ci a subi ces 2 dégâts malgré le fait qu'elle ait une protection, et bien elle est détruite aussi. Celle-ci a pris un dégât, mais elle a toujours sa protection, donc pour l'instant elle n'est pas morte. Celle-ci a subi 2 dégâts, boum, elle est donc détruite avant même de pouvoir attaquer. Il nous reste donc la base qui a subi un dégât, donc le joueur rouge en fait baisse son niveau en fait de 1. On passe donc au tour d'initiative 1, ben celui-ci, boum, va tirer à distance, comme il a encore plus 1 et plus 1, il inflige donc 3 points de dégâts à la base verte, en fait, blam blam blam. Il n'y a pas d'autre 1, non, si, il y a un 1 ici, mais toujours bloqué par le fil. Il se passe donc rien. Fin de l'initiative 1, en fait, donc le joueur vert baisse de 3, en fait, son niveau de résistance de base. Niveau d'initiative 0, cette base attaque donc ce personnage, c'est la seule chose qui se passe au niveau d'initiative 0, mais celui-ci est protégé par un médecin, c'est donc le médecin qui disparaît, et le combat final est terminé. À ce moment-là, on compare les points de vie restants aux 2 joueurs, celui qui en a le plus remporte la partie. Alors en cas d'égalité, il n'y a pas une égalité tout de suite, en fait, on va refaire une autre phase de combat, donc en fait chacun des joueurs va rejouer encore une fois supplémentaire. S'il n'a plus de tuiles à piocher, eh bien tant pis, il se débrouille avec les tuiles qui lui restent éventuellement. S'il n'a plus de tuiles, ben, il peut peut-être éventuellement déclencher des capacités spéciales d'unités qu'il a sur le plateau de jeu. L'autre joueur joue aussi. Une fois que chacun des 2 joueurs a joué ce dernier et ultime tour, là, boum, on fait un combat encore final, et puis celui qui a le moins de points de vie perd la partie. Si jamais il y a encore une égalité, là, ce sera vraiment un match nul. Voilà donc pour Neuroshima Eggs, un excellent jeu de placement et de combat assez original et assez simple en fait finalement dans ses règles. C'est juste en fait les déroulements des combats qui sont à surveiller de près pour ne pas se tromper. Alors évidemment, je ne vous ai pas présenté l'intégralité des capacités spéciales, hein, puisqu'il y existe donc 2 autres factions qui ont leur propre manière de jouer. Il est à noter qu'au dos, en fait, vous avez un petit historique, en fait, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, et il y a aussi des caractéristiques et des conseils tactiques, parce que chacune des factions a des façons différentes d'être jouée, donc je vous conseille de les lire avant d'entamer un combat. Alors il existe aussi des variantes en fait pour pouvoir jouer à 3 joueurs, alors soit les uns contre les autres avec des points de vie, et vous jouez sur un plateau un peu plus étendu. Vous pouvez jouer aussi à 2 contre 1 avec un joueur qui a plus de points de vie que les autres, etc. Il y a aussi à 4 joueurs évidemment la possibilité de jouer en équipe de 2 contre 2. Je vous laisse découvrir ceci dans les règles, hein, c'est assez simple à comprendre, même si le jeu est quand même prévu au départ pour être joué à 2, et quand même plus sympathique à 2 joueurs. Enfin, la version solo, eh bien, c'est juste des petites cartes, en fait, avec des chiffres marqués en haut, qui vous présentent une situation donnée et les tuiles que vous pouvez utiliser pour tenter de remporter un combat. C'est donc plus un petit jeu solitaire de puzzle en fait, qui utilise en fait les caractéristiques des différentes unités, et au dos des cartes, en fait, il y a la solution qui est donnée, même si parfois la solution n'est pas toujours très simple à comprendre. Vous pouvez passer aussi du temps à comprendre les solutions qui sont données, et bien sûr, il existe des solutions différentes que celles qui sont proposées par les cartes. Vous pouvez résoudre les puzzles, enfin certains puzzles de différentes manières. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.